Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Donald Trump ne le dit pas comme ça, mais vous allez l'entendre. Cela revient à peu près au même. Son mur de taxes douanières aplatit tout sur son passage, à commencer par les places financières. Tokyo perd près de 7% en ce moment. Hong Kong frôle les 11% de pertes. Ce matin, face à ce tsunami financier, le président américain assume. Je ne veux pas que les choses se dégradent, mais il faut parfois prendre des médicaments pour réparer quelque chose. Nous avons été si maltraités par d'autres pays parce que nous avons eu des dirigeants stupides qui ont permis que cela arrive. Ils ont pris nos entreprises, notre argent, nos emplois. Donald Trump, propos tenus à bord d'Air Force One, l'avion du président américain. Donald Trump qui fait un pari. Cette fièvre planétaire finira par retomber. En attendant, l'addition est salée pour la bourse de New York. 6 000 milliards de dollars de capitalisation déjà partis en fumée. Qu'importe Barthélémy Philippe, la Maison-Blanche refuse de freiner alors que la Chine et l'Union européenne ont répliqué ou ont prévu de le faire. Où en sommes-nous dans cette guerre commerciale ? Eh bien, à ce stade, l'administration Trump a déjà mis en œuvre les droits de douane planchers de 10% sur l'ensemble des produits importés aux États-Unis. Ces droits de douane ont déjà été augmentés à 25% pour l'acier et l'aluminium ainsi que les voitures. La prochaine étape décisive est prévue mercredi avec la mise en place de surtaxes spécifiques. 20% de droits de douane sur toutes les importations venant de l'UE, 34% en plus des 20% déjà en place sur les produits chinois, soit 54% de taxes. Pékin a annoncé une riposte à 34% qui sera lancée le lendemain, le 10 avril. L'Union européenne doit lancer sa contre-attaque d'ici au 15 avril. Un engrenage inquiétant pour Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. On voit la spirale où les droits de douane des uns répondent aux droits de douane des autres. Si cette dynamique se poursuit, le scénario d'une crise mondiale, d'un ralentissement fort de la croissance, voire d'une récession mondiale, on ne peut plus complètement l'écarter. Si la situation s'éternise, le Centre d'études prospectives et d'information internationale prévoit que la guerre commerciale devrait coûter 0,8% du PIB mondial par an à l'horizon 2040. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Guerre commerciale qui provoque les premières manifestations hostiles à Donald Trump aux États-Unis. Plusieurs manifestations dans le pays pour dénoncer notamment la brutalité de la politique menée par la nouvelle administration républicaine. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Non pas un, non pas deux, mais 3 rassemblements politiques ce week-end à Paris et cela dégageait un fort parfum de campagne présidentielle. C'était peut-être le plus attendu après sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité immédiate pour détournement de fonds publics. Marine Le Pen et l'état-major du Rassemblement national en meeting place Vauban à Paris. Devant une foule clairsemée, 7000 personnes selon la préfecture. La triple candidate a dénoncé une chasse aux sorcières. Mayalène Trémollet. Le combat continue, c'est le message qu'a voulu transmettre Marine Le Pen à ses militants hier. Dos aux invalides face à plusieurs milliers de personnes qui brandissent des drapeaux français, la députée du Pas-de-Calais s'étend dans un discours d'un peu plus d'une demi-heure sur la chasse aux sorcières dont elle se considère victime, mais tient à rassurer, pas question pour l'instant de céder sa place dans la course à la présidentielle. Le découragement, la soumission n'est pas envisageable. Le combat doit être mené. Que chacun soit rassuré, je ne lâcherai rien. Et lorsque la victoire viendra, ce sera pour la France l'aube de la Renaissance. En clair, pas de plan B ni de nouvelles stratégies affichées pour l'instant. Au contraire, rien n'est joué, assure un élu qui explique. Beaucoup de recours sont actionnés dès maintenant. Avec l'appel, on repart à zéro. Dans les rangs du RN, on préfère dénoncer l'acharnement d'un système aux abois plutôt qu'évoquer le scénario d'une présidentielle sans l'élu d'Hénin-Beaumont. Et si les cadres du parti s'accordent à dire que le duo Le Pen-Bardella reste un ticket gagnant, les rôles définis il y a un an n'ont pas bougé. À lui Matignon, mais à elle l'Élysée. Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Meeting du RN auquel répondait une contre-manifestation d'une partie de la gauche, place de la République à Paris, mobilisation très faible. Entre 1500 et 5000 personnes ont répondu à l'appel de la France Insoumise et des écologistes. Autre temps fort de ce dimanche, c'était le meeting de Renaissance, le parti présidentiel qui avait choisi la Cité du cinéma à Saint-Denis. Et tous les ténors étaient là, à quelques exceptions près. Le désormais président de Renaissance, Gabriel Attal, a installé son duel avec le Rassemblement national en vue de 2027. Arthur Delaborde. Quitte à surjouer quelque peu, la priorité de Gabriel Attal est claire, installer un face-à-face avec Marine Le Pen dans la perspective de 2027. Souvent, RN varie. Il est devenu le parti du 2 poids 2 mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. C'est le parti qui demande l'inéligibilité à vie pour tous, sauf pour ses élus à lui. Le parti qui considère qu'il ne faut d'immunité pour personne, sauf pour Madame Le Pen. Dans son discours, l'ancien Premier ministre cite une dizaine de fois la triple candidate du RN à la présidentielle, sans retenir ses coups. On se bat chez Renaissance
pour en revenir à des choses simples. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. L'objectif est là, incarner l'opposant le plus virulent à Marine Le Pen pour se démarquer de ses rivaux au sein du bloc central dans la course à 2027. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le dossier algérien, une semaine après la reprise du dialogue entre Paris et Alger, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu sur place hier. Avec un espoir, sans doute celui de sceller la fin de la brouille diplomatique. Jacques Serret, l'heure est donc au retour à la normale. Pour Jean-Noël Barrot, il n'est plus question de parler d'ultimatum, plus question du fameux rapport de force souhaité par Bruno Retailleau. Le ministre des Affaires étrangères veut passer à autre chose. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie. Nous revenons à la normale et pour reprendre les mots du président Tebboune, le rideau se lève. Mais la France a-t-elle des garanties, notamment sur la reprise par l'Algérie de ses ressortissants jugés indésirables ? Pas si sûr. C'est en ces termes que Jean-Noël Barrot évoque cet enjeu. Réadmission, visa, ces questions seront traitées dans le cadre des accords existants via les procédures normales et fluides de la coopération consulaire. Les consuls algériens en France et les préfets sont censés se réunir pour en parler, mais aucune date n'a été fixée. On jugera sur pièce, réagit l'entourage de Bruno Retailleau, qui assure être ravi si ce retour à la normale veut dire que les accords seront respectés. Quant à Boualem Sansal, Alger n'a toujours pas daigné le libérer. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui rejoint aujourd'hui Emmanuel Macron au Caire. Le chef de l'État est en Égypte depuis hier soir. Visite de 48 heures consacrée presque exclusivement à la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas. Et puis un nouvel attentat potentiellement déjoué dans le nord de la France. 2 hommes mis en examen et incarcérés depuis hier soir. Un 3e est poursuivi pour non-dénonciation de crimes terroristes et laissé libre. Au cours des perquisitions, les policiers ont découvert une ceinture artisanale susceptible d'accueillir une bombe. Pour le spécialiste des questions terroristes Claude Moniquet, leur volonté de passer à l'acte ne fait aucun doute. Si les précurseurs étaient déjà assemblés ou en voie d'assemblage, effectivement, on est sur un attentat qui devait se produire dans les jours à venir. Avec le type d'engin qu'ils étaient en train de fabriquer et l'inspiration, puisqu'il y a des références entre autres au Bataclan, l'idée c'était l'attentat massacre. Il y a plusieurs cibles qui sont évoquées. Manifestement, leur choix n'était pas encore arrêté, même si la cible juive semblait avoir leur préférence. Après le 7 octobre, on a eu clairement une remontée de la menace et là on a eu une intensification des arrestations, des démantèlements de réseaux, pas seulement en France d'ailleurs. C'est un phénomène international, c'est un phénomène européen dans lequel on voit bien que les groupes islamistes comme l'État islamique tentent de surfer sur la vague post-7 octobre. Claude Moniquet, spécialiste des questions terroristes avec Charles Bouchin. Enfin, un mot de football avec la fin de la 28e journée de Ligue 1. Marseille consolide sa 2e place après sa victoire 3-2 hier soir sur Toulouse. L'OM compte 2 points d'avance sur Monaco 3e. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.